Super. Je disais, je suis Bellona Sona. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques astuces pour faire des applications d'intelligence artificielle dans le domaine de la santé. Et je suis promotrice de l'initiative Bells AI. Ok, je vais continuer. Alors, pour notre présentation, nous allons commencer par faire une brève introduction de ce qu'on appelle les ressources, bon, le manque de ressources. Ensuite, nous allons poursuivre par ce que c'est que l'intelligence, bon, des différentes applications qui peuvent exister dans l'intelligence artificielle pour la santé. Et ensuite, comment donner les astuces pour gérer ce manque de ressources. Considère que les données manquantes ou les cassées ou low resources, ces ressources-là, il s'agit des jeux de données et des capacités de calcul qui le plus souvent nous manquent, que ce soit dans le domaine académique ou autre chose. Généralement, nos ordinateurs ne sont pas adaptés, on a besoin bref, on va continuer voir comment ça marche. Alors, dans le cas des données, il faut déjà rappeler qu'il existe deux types de données, les données structurées et les données non structurées. Les jeux de données non structurés sont généralement les jeux de données provenant des bases de données ayant un modèle prédéfini. Exemple, je vais travailler sur je dis n'importe quoi, hein, je vais travailler sur, par exemple, la vente des médicaments dans une pharmacie. Si au préalable, la pharmacie a une base de données dans laquelle il enregistre toutes les transactions liées à l'achat des médicaments dans sa pharmacie, j'ai affaire là à un jeu de données structuré. Par contre, si je veux, par contre, on a de l'autre côté, on a des données non structurées qui proviennent généralement qui ont des sources n'ayant pas de modèle prédéfini. Par exemple, lorsque je traite, par exemple, des images venant de plusieurs sources ou des audios venant de plusieurs sources, elles ne respectent pas un formalisme que j'ai défini. Je prends ce que j'ai sur le terrain et j'essaye de les structurer à ma manière pour que ça corresponde à mon besoin. Généralement, l'idéal, c'est d'avoir les données structurées. Et comme je venais de le dire, ça provient des bases de données bien définies d'avance, ce qui n'est pas encore le cas, n'est pas facilement accessible. Lorsqu'on parle de la capacité de calcul, comme je disais, il s'agit de la capacité des ordinateurs à pouvoir, la capacité de calcul en général. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de capacité de calcul pour les intelligences artificielles, on parle d'avoir une bonne RAM, par exemple, avoir un bon CPU et même du GPU dépendant des types de données qu'on a en face de soi et de la qualité des modèles qu'on veut utiliser. Si par exemple, je vais utiliser par exemple des images en entrée et que je veux faire un modèle de deep learning, en le faisant sur le CPU, ça peut marcher, mais ça va prendre peut-être trop de temps. Il y a même certaines applications qui ne pourront pas marcher. Par contre, sur le GPU, je vais traiter facilement ces données-là. Alors, quelles sont les applications de l'IA dans la santé? Il existe plusieurs types d'applications qu'on peut essayer de regrouper en deux groupes. Lorsqu'on parle de l'IA dans la santé, il y a principalement deux types d'applications. Il y a les applications de gestion des ressources et les applications de diagnostic et de traitement. Lorsqu'on parle de gestion de ressources, il s'agit de toutes les ressources, que ce soit matérielles ou humaines, que l'hôpital utilise, par exemple, pour son bon fonctionnement. Ça peut être la gestion efficiente des employés ou la gestion efficiente du matériel de santé. L'avantage qu'offre ce type de problème qu'est le management des ressources hospitalières, c'est que très souvent, on peut facilement avoir accès aux données sur les employés. Parce qu'au moins dans tous les hôpitaux, par exemple, on enregistre les employés présents, le flux des employés, le flux des patients qui arrivent. Généralement, ces données-là sont facilement accessibles parce que c'est quelque chose qui ne requiert pas des données confidentielles. Donc, c'est facilement accessible et c'est facilement recouvrable.
C'est pareil pour la gestion efficiente du matériel. Lorsqu'on parle de la gestion efficiente du matériel, on parle par exemple de est-ce que le laboratoire est fourni, ainsi de suite, du matériel. Donc, pareil, c'est facile de recouvrer les données par rapport à ce problème-là. Par contre, lorsqu'on parle du diagnostic et traitement, on essaye d'avoir accès, par exemple, aux données personnelles des patients. Pour, par exemple, détecter le paludisme chez quelqu'un ou autre maladie, on a besoin d'avoir accès aux données personnelles d'un patient. Ce qui n'est pas facile à obtenir parce que déjà pour enregistrer, pour pouvoir publier ce genre de dataset, on n'a pas facilement le droit de publier ce genre de données parce qu'il va falloir demander le consentement des personnes. Bien évidemment, si on veut fonctionner dans un système où on est éthique, on respecte certaines lois, certaines morales de l'éthique de l'intelligence artificielle. Pareil, lorsqu'on veut offrir un traitement personnalisé à quelqu'un, on a besoin de ces données personnelles, ce qui rend le diagnostic et le traitement pour le moment pas facile à produire les solutions d'intelligence artificielle parce que l'accès à ces données n'est pas aisé, contrairement par exemple aux applications de management des ressources. Alors, comment gérer le manque de ressources? Comment produire les solutions d'intelligence artificielle dans le domaine de la santé en gérant le manque de ressources là? Déjà, pourquoi particulièrement le domaine de la santé? Avec l'expérience que j'ai eue à communiquer avec des gens, beaucoup de personnes pensent que pour produire une intelligence artificielle, il faut trop. Il faut par exemple des images. De nos jours, beaucoup ne considèrent plus les données structurées, les données classiques, les données pouvant produire des résultats optimaux. Pourtant, dans les hôpitaux, on manque de ces applications-là qui pourraient tout aussi améliorer le fonctionnement des hôpitaux. Donc, j'ai choisi de parler particulièrement dans le cadre de la santé, ce qui est applicable aux autres domaines, parce que, à mon avis, il y a un déficit de solutions digitales dans les hôpitaux, alors que la main-d'œuvre hospitalière est encore très basse pour remplir, pour satisfaire tout le monde. Il est nécessaire de produire autant de solutions possibles sans toujours vouloir dire tant que je ne détecte pas, par exemple, le cancer, bref, c'est bien de détecter le cancer, mais si on n'a pas encore les données pour détecter le cancer, pourquoi ne pas faciliter tout ce qui est à côté, comme la gestion des ressources ou autres problèmes? Alors, pour pallier au manque de ressources, déjà, je proposerais comme première astuce de travailler sur les applications nécessitant les données structurées. Par exemple, comme je l'ai dit précédemment, les données liées, par exemple, au management des ressources. Pourquoi le management des ressources est important? Le management des ressources intervient à plusieurs niveaux. Si je suis capable, par exemple, de savoir comment évolue le matériel, de prédire peut-être la date de péremption, de produire comment le matériel fonctionne, par exemple, dans le laboratoire, je peux me préparer d'avance pour savoir à quel moment je dois passer la commande de nouveaux produits, par exemple. Je suis capable de savoir, par exemple, le nombre de patients qui vont arriver dans mon hôpital un jour lambda. Je suis capable en avance de préparer mes employés pour acquérir cette demande-là. Et ce qui fait que je peux rendre la programmation de mes employés flexible en fonction de la charge de travail qu'ils auront. Ce qui fait que la prise en charge des patients le jour qu'ils vont arriver est plus fluide. Ça, ce sont les différentes applications qu'on peut penser lorsqu'on parle lorsqu'on parle du management de ressources. Et c'est important parce que si je suis capable, par exemple, de prédire le nombre de patients qui arrivent à un jour précis, d'avance, je peux aménager, même si je peux aménager l'espace pour les accueillir. Si, par exemple, il me manque du personnel, je peux employer un personnel temporaire juste pour gérer ce flux de données et empêcher que les patients restent indéfiniment dans les files d'attente. La deuxième astuce que je vais présenter, ça, c'est pour pallier au problème de matériel, puissance de calcul. C'est Google Colab, qui est une plateforme Google
qui permet de cloud, qui est Google Cloud, excusez-moi, qui permet de réaliser nos applications Python et intelligence artificielle en profitant de tous les... Excusez-moi, je vais boire de l'eau. Ok, merci. Je suis de retour. Comme je disais, la deuxième astuce, c'est d'utiliser Google Colab, qui est un avantage pour pallier au problème de capacité de calcul. Google Colab est une plateforme qui nous permet de travailler, de faire nos modèles et de profiter des avantages que nous offre le cloud, comme si nous travaillons par exemple sur un local. Nous avons la possibilité de sauver les paramètres d'entraînement de sorte qu'on puisse recouvrer ce qui s'est passé plus tard, même si nous n'étions pas, par exemple, en ligne. Alors, voilà Google Colab. Google Colab a aussi cet avantage-là qui permet de communiquer avec Google Drive et GitHub. Ça veut dire que pour travailler sur mes données, je vais juste uploader mes données dans un espace de stockage Google Drive. Et ensuite de là, je vais connecter mes données à Google Colab. Je vais entraîner mes modèles, sauver mon modèle dans Google Cloud, ce qui va me permettre plus tard de recouvrer mon modèle. Et je peux aussi directement interagir avec GitHub pour les mêmes raisons, quoi. Donc, Google Colab a cette capacité-là que, en plus, je profite de la capacité de calcul, mais j'interagis aussi avec des plateformes comme Google Drive et GitHub. Comment y accéder? Pour y accéder, il suffit juste d'avoir une adresse email. Monsieur Cyprien a dit que le slide sera partagé aux participants. Donc, en cliquant sur l'image tout à l'heure, vous verrez directement Google Colab. Sinon, voilà, vous aurez accès à Google Colab. Alors, je vais vous présenter le cas pratique que j'ai fait, qui est un cas pratique de management de ressources hospitalières et pour la prédiction de la vérité des patients dans un centre hospitalier. Voilà quelques trucs que j'ai utilisés. J'ai utilisé Pandas, Scikit-learn et des méthodes d'apprentissage automatique. Je vais juste changer de fenêtre et puis tout au long de la présentation, à chaque étape, je vais essayer de donner les tips nécessaires pour s'assurer de l'efficacité du modèle de la fin. Donc, je vais d'abord faire ceci et je prends... Okay, OK. 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 J'espère que tout le monde a accès à mon écran. Ici, j'ai travaillé avec... j'ai travaillé sur Google Colab et puis j'ai téléchargé mes fichiers et je suis venue en local pour éviter des problèmes de connexion et tout. Alors, le problème, comme je vous ai dit, on a un jeu de données des patients, par exemple, cet hôpital-là, on a les jeux de données de 2004 à 2007 enregistrés dans les fichiers Excel et on aimerait utiliser ces données-là pour pouvoir prédire l'arrivée des patients à un jour précis dans cet hôpital-là. Donc, le problème dont nous avons à faire ici, c'est un problème de régression, un problème d'apprentissage supervisé. Et le type de données dont nous avons ici, ce sont les séries temporelles. Séries temporelles parce que nos données sont strictement sont liées au temps. Que ce soit série temporelle ou pas, lorsqu'on a un dataset, la première chose qu'on a à faire du dataset, si elle provient de plusieurs sources, comme le cas présent, c'est essayer de les harmoniser. Donc, c'est ce que je fais dans la première étape. Je essaye de les harmoniser, de rassembler pour avoir un seul dataset représentant tout.
Et ici, je l'ai déjà fait. Je vais juste vous montrer les résultats. Ensuite, la première chose à faire, la deuxième chose à faire, c'est de visualiser les données. À quoi ressemblent les données? Voilà à quoi représente, par exemple, mon jeu de données. Ensuite, voilà à quoi représente mon jeu de données. C'est juste qu'à ce niveau, si j'ai représenté sur une période définie, juste en 2004. Donc, c'est la même chose que tout à l'heure, ça c'est en 2005, 2007, 2008. Ensuite, comme c'est une série temporelle, c'est quoi? C'est une série temporelle. Dans une série temporelle, les données dépendent des uns et des autres. Par exemple, aujourd'hui, j'ai fait tel nombre de ventes. Aujourd'hui, tel nombre de patients sont arrivés. Demain, tel nombre de patients sont arrivés. C'est l'ensemble, la corrélation entre les données qui se suivent là, qui permettent la compréhension d'une série temporelle. Dans la question à se poser, c'est combien, par exemple, combien de données antérieures j'aurais besoin pour prédire ma donnée actuelle? Est-ce que j'aurais besoin des données de 3 jours? Est-ce que j'aurais besoin des données d'une semaine? Est-ce que j'aurais besoin des modèles d'un mois? C'est un peu ce qu'on essaie d'attraper avec la visualisation. Si je parle principalement du cas d'une série temporelle, si nous sommes dans un cas de classification, par exemple, la visualisation nous permet de comprendre le type de decision boundary dont nous aurons besoin. Est-ce que les données, est-ce que voilà, est-ce que mes données sont totalement, comment dire, elles ne sont pas liées. Ça veut dire que je peux facilement trouver une droite ou une courbe qui me permet de séparer de façon claire les données. Est-ce que c'est le cas? C'est un peu ce que la visualisation nous permet de faire. Dans le cas de la classification, toujours, avec la visualisation, on peut essayer de voir si toutes les classes sont bien représentées, par exemple. Donc, la visualisation, c'est une étape très importante lorsqu'on fait du lorsqu'on fait de l'intelligence artificielle, peu importe ce qu'on essaie de faire, ça nous permet de voir comme la distribution de nos données, hein, et les atouts de notre dataset pour pouvoir nous conduire sur les modèles appropriés pour notre problème. Donc, c'est ce que j'ai fait. Ensuite, tout à l'heure, je vous ai montré, j'ai essayé de regarder les données par an pour voir si ça peut me dire quelque chose. À ce niveau, si j'essaie de regarder par mois, j'essaie de regarder pour chaque mois. Vous allez remarquer qu'ici, j'ai le nombre d'arrivées pour chaque mois de 2004 à 2007. Si on regarde à 2004, janvier 2004, février 2004 et ainsi de suite, on commence à se rendre compte que les données ont une répétition d'un motif. Ce n'est pas encore très clair, mais on commence à regarder que sur un mois, généralement, on a 4 motifs qui essayent de se représenter. Dès lors que je vois comme ça, je me dis déjà que, OK, ça veut dire que dans chaque semaine, il y a un truc, il y a un même schéma qui essaie de se reproduire toutes les semaines. Ça veut aussi dire en français facile qu'il y a des jours, par exemple, on a des pics hauts, il y a des jours où on a des pics bas. Et c'est important de savoir ces informations-là lorsqu'on travaille sur les séries temporelles, par exemple. Maintenant, j'ai fini de regarder par mois, je descends à la semaine. Et dès que je suis à la semaine, c'est clair. Je me rends compte que chaque fois dans la semaine, le 4e jour, il y a un pic. Vous allez remarquer que c'est un peu le cas un peu partout, que généralement, le quatrième jour, en supposant que c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, le jeudi, on a un pic. Et c'est une information très importante par exemple, pour l'hôpital. Donc, l'objectif de notre apprentissage va consister à prédire, par exemple, toujours pour le cas du jeudi, qui est un cas critique, de prédire quel sera le nombre exact de personnes qui vont venir et de pouvoir aménager le matériel pour les accueillir. Donc, ça, c'est la même chose qui revient. Là, quand on regarde, par exemple, en fonction du jour, il n'y a pas d'information, très, très claire, sauf qu'on se rend compte que autour de 10 heures, généralement, les gens arrivent le plus entre 10 heures et 15 heures. S'il y a quelque chose qu'on peut garder d'ici, c'est que la plupart des gens arrivent entre 10 heures et 15 heures. Et il y a aussi les jours où en soirée, il y a des... Bon, on ne va pas analyser tout ça. Bon, au moins, on a cette information-là et c'est important. Donc, ça, c'est la visualisation. Donc, sur le notebook, c'est que des visualisations, rien de visualisation. Lorsque je termine ma visualisation,
Je dois maintenant, au sortir de la visualisation, j'ai déjà une idée. Comme je vous ai dit, je sais déjà qu'il y a quelque chose qui se passe pas dans la semaine, il y a quelque chose qui se passe dans la semaine. Mais comment je vérifie? Je vérifie ça. Pour vérifier cela, dans les séries temporelles, il existe une autre façon de retrouver le don, de retrouver le nombre de jours, pareil, le nombre d'échantillons que j'ai besoin pour prédire l'échantillon suivant. En série temporelle, on a une autre analyse qu'on fait. C'est une analyse de corrélation qu'on fait. Comme vous pouvez le voir sur cette figure. Sur cette figure, on voit bien que lorsqu'on fait l'autocorrélation entre les données de la série temporelle, il y a une très forte corrélation au niveau du jour 7. J'espère que vous voyez le curseur sur l'écran au niveau du jour 7. Beaucoup me demanderont pourquoi ne pas prendre le jour 0, effectivement, parce que c'est le jour 0, il est fortement autocorrélé à lui-même, c'est toujours le plus haut. Donc, lorsqu'on regarde l'autocorrélation dans les séries temporelles, généralement, on prend le premier plus haut après le jour 0. Alors, lorsque je fais ça, je remarque qu'au jour 7, on a une très forte corrélation. Ça veut juste dire que après, je dois utiliser 7 données précédentes pour prédire la donnée suivante. Et c'est une information très capitale qui me permet donc ensuite de construire mon dataset. Construire mon dataset veut dire quoi? Bon, c'est ici, c'est ce slide. Construire mon dataset veut dire, j'essaie de décomposer ma série de sorte à avoir, comme vous pouvez le voir ici, là, d'avoir maintenant 8 attributs dans mon dataset. Dans le cas présent, on a 1393 enregistrements, on aura 1393 enregistrements et 8 attributs de prédiction en supposant que 7 vont servir pour l'entraînement, vont servir comme attribut descriptif et le 8e va servir comme l'attribut de prédiction. Donc, c'est ça, c'est le code nécessaire pour le faire. On ne va pas commenter tout le code, on va aller sur l'essentiel. Donc, après, lorsque j'ai construit maintenant mon dataset, comme vous pouvez le voir ici, j'ai fait que je construis juste mon dataset et je l'enregistre sur un format CSV. Et là, maintenant, je peux penser à ici, là, maintenant, je peux maintenant penser à l'analyse. Je peux commencer maintenant je peux penser directement à l'analyse. Donc, à ce niveau, qu'est-ce que je fais? Je suis déjà en train de m'apprêter à entraîner mon modèle. Pour entraîner mon modèle, voilà, je charge mes données et puis je pense aux différentes transformations qu'il faut me faire des données. Je ne l'ai pas présenté ici, mais il s'agit de le problème lorsqu'on fait généralement l'apprentissage automatique, c'est de pouvoir trouver une distribution adéquate à notre problème. Les données sont souvent les données sont souvent c'est brut en fait. Il faut trouver les transformations qui ramènent les données dans une distribution acceptable par la machine et généralement ça se passe par le pré-traitement ou les transformations. Ici, pour le cas présent, je vais partager, si besoin, le slide. Je ne vais pas devoir expliquer ce que chaque transformation fait ici, mais l'essentiel à retenir, c'est que dans tous les problèmes, il y a les transformations nécessaires. Dans certains cas, la standardisation, juste la standardisation est nécessaire. Dans d'autres cas, juste la normalisation est nécessaire. Mais dans le cas précis, des séries temporelles. Il y a d'autres transformations qui existent comme le detrending qui consiste à retirer le trend dans les données. Le trend, en fait, c'est juste quoi? Ça veut dire que les données ont tendance à être croissantes. On essaye de retirer cette croissance dans les données de sorte que les données le modèle ne soit pas biaisé. C'est pareil pour le seasonal difference. Le seasonal difference veut dire, comme on a vu dans ce cas-ci, dans notre cas de notre modèle tout à l'heure, on a vu que selon notre série temporelle avec un caractère saisonnier basé sur la semaine. Donc, le seasonal difference permet de retirer cette attitude-là. On retire toutes ces choses-là qui peuvent distraire notre modèle et le biaiser avant de commencer à travailler. Et il faut aussi remarquer que lorsqu'on écrit
un code pour faire la transformation, on doit écrire le code pour l'inverse de la transformation. Parce que la transformation permet de quitter, les transformations permettent de quitter de la distribution originale dans une distribution acceptable par la machine. Et à la fin, il faut créer les inverses de cette transformation-là pour quitter de l'espace machine encore et revenir dans l'espace humain. Voilà. Donc ici, ce sont ces transformations, comme vous pouvez le remarquer, à chaque fois que j'écris une transformation, j'écris directement l'inverse de cette transformation. Donc voilà, je crois que c'est clair. S'il y a des questions, vous poserez. Donc ça, on est bon. Ensuite, la chose la plus importante aussi lorsqu'on travaille sur l'intelligence, on travaille sur les méthodes d'apprentissage les méthodes d'apprentissage machine, c'est la sélection des métriques. Alors, c'est quoi une métrique? La métrique, c'est l'outil qu'on utilise pour tester la qualité du modèle qu'on a produit. De base, on se dit toujours, peut-être si c'est un problème de régression, on va devoir utiliser par exemple le R carré. Si c'est un problème de classification, on va utiliser le nombre d'erreurs, le nombre de réponses justes faites par 8. Il y a des métriques, comment dire, il y a des métriques prédéfinies qui existent et qui résolvent les problèmes. Mais il ne faut pas toujours s'y fier sans vraiment regarder. Il faut vraiment regarder les données que nous avons en face de nous, parce que chaque modèle a sa particularité. Il faut toujours se laisser guider par les données que nous avons. Et pour choisir une bonne métrique, le choix d'une bonne métrique, on doit faire deux choses. La première chose, c'est essayer de comprendre les données dans le système mathématique. Par exemple, pour trouver les métriques dont j'ai utilisé ici, j'ai dû aller lire sur les séries temporelles et voir les métriques qui sont plus conseillées, en plus des caractéristiques de mes données. Mes données, si vous vous souvenez, je vais rentrer sur le premier notebook. Ici, on se rend compte que mes données sont très... How to say it? La variance est très grande dans mes données, c'est ça. Voilà, la variance est très, très, très grande dans mes données. Et si je m'hazarde, par exemple, à utiliser, par exemple, comme métrique, juste l'erreur, c'est-à-dire utiliser l'erreur ou on dit le mean square error, le mean square error, ça va, les points, par exemple, étant aux extrémités ici, seront mal sanctionnés, seront mal jugés, elles seront considérées comme quelque chose qui n'est pas bien, alors que ça représente mes données. Je ne sais pas si j'ai expliqué ça bien, mais voilà un peu en quoi consistent les métriques. Lorsqu'on doit savoir le type de métrique associée, mais aussi aller lire dans notre jeu de données, comprendre notre donnée pour essayer de voir, de trouver la métrique nécessaire, utile pour faire notre système. Donc, c'est ce qui a été fait là et on a choisi d'utiliser comme métrique le MAP au lieu d'utiliser par exemple le MSE et le MSE. Pour plus de questions, posez-les après ou retrouvez-moi après si vous êtes intéressé par les séries temporelles. Donc, après avoir fait là, et à ce niveau, je suis en train de transformer mes données tout simplement pour pouvoir, avant de pouvoir les utiliser dans le modèle. Maintenant, la prochaine étape, une autre étape qui est très importante, c'est de diviser le train et le test. Ça, c'est une erreur que on fait souvent beaucoup cette erreur-là. Et les conséquences, c'est que lorsqu'on ne sépare pas d'avance le train et le test, on apprend juste au modèle à mémoriser nos données. Il est nécessaire de séparer le train et le test pour que lorsqu'on est en train de faire le test, on a vraiment le potentiel, la capacité du modèle, parce que là, il agit sur les données qu'il n'a pas vues pendant la phase de train. Donc, si vous ne prenez pas la peine d'avance de séparer ces données-là, les données de test peuvent se retrouver dans les modèles de train et après ton modèle réagit très bien. Je te dis que le modèle a appris alors qu'il n'a pas appris. Il a tellement vu tes données de test dans l'apprentissage qu'au final, il a juste mémorisé. Et c'est aussi ce qu'on appelle diviser l'entraîne et en test permet d'éviter au maximum le surapprentissage. Maintenant, comment on décompose les données entraîne et en test? Voilà, il y a des fonctions qui existent.
Mais le pourcentage requis, c'est de garder 20% pour le test, 80% pour le train, en sachant que dans les 80% de train, on a 70% des données qui vont servir effectivement au train à chaque époque et 10% qui va rester pour l'évaluation. Donc, c'est pour ça qu'il a été fait ici, ce qui fait qu'à la fin, lorsque je regarde la taille de mon train, bon, c'est ça ici, 0,8 là, c'est pour savoir la taille de mon train. À la fin, quand je regarde les données, la taille de mon train, j'étais à combien? Ok, j'étais à combien? Ok, à mon train, mais dans mon train, j'aurai 1114 enregistrements et dans mon test, j'aurai 279 entraînements. On prend toujours une grande partie pour l'entraînement, une petite partie pour le test. Maintenant que c'est dispatché, je peux commencer maintenant à entraîner mon modèle. L'étape qui suit, c'est ce qu'on appelle le modèle selection, c'est de choisir le meilleur modèle associé pour mes données. Généralement, il n'y a pas de données, il n'y a pas de modèle prédéfini. Tu ne peux pas commencer un problème de régression. Par exemple, tu dis directement, je vais utiliser tel modèle, ça va marcher. Quand on commence à travailler, on essaie juste de prendre les classes de modèles pouvant résoudre mon problème. Dans le cas précis d'une série temporelle, les modèles privilégiés sont les modèles basés sur le Long Short Time Memory ou encore LSTM. Donc, bon, c'est vrai que je n'ai pas montré toutes les... Bon, je peux montrer ou pas. Ça va prendre le temps. Donc, avant, je sais que les LSTM sont appropriés, mais avant de choisir le LSTM, j'ai d'abord aussi testé toutes les méthodes parce qu'au final, la prédiction des time series, c'est juste un problème de régression. J'ai d'abord regardé tous les algos, tous les modèles faisant la régression qu'on connaît et bien évidemment, la méthode qui a été, celui qui s'est le plus démarqué, c'est le LSTM. Mais, allô? Allô, vous m'écoutez toujours? Oui, madame. Ok. Oui, on t'écoute. Ok, je continue. Donc, lorsque je termine, parce que Cyprien est en train de m'appeler, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Cyprien, tu m'écoutes si tu es dans la conversation? Ok. Allô, Cyprien? Allô? Allô, Cyprien? Allô? Ok, bon, je continue. D'accord. Ok. À ce niveau-ci, après avoir fait beaucoup de tests, le Vanilla LSTM s'est comporté le mieux. Donc, je le prends comme mon modèle de base. Comme mon modèle de base. Maintenant, dans le cas présent du problème que je voulais résoudre, je voulais tester quelque chose qu'on appelle ensemble learning. Ensemble learning, ça veut dire que tu combines le potentiel de plusieurs modèles simples pour avoir de meilleurs résultats. Pourquoi je l'ai fait? Je l'ai fait parce que selon les caractéristiques de mon modèle, selon les caractéristiques de mes données, les séries temporelles, c'est un problème qui est résolu, qui peut être résolu sans l'utilisation de l'apprentissage mathématique. Et le modèle statistique approprié pour résoudre les problèmes de cette série temporelle-ci particulièrement, c'est les méthodes SAMRIMA parce que nos données étaient saisonnières et autre chose en fait. Maintenant, je me suis rendu compte que lorsque j'ai utilisé un simple LSTM, je n'atteignais pas les mêmes potentiels que mon SARIMA. Une chose aussi que j'ai oublié de mentionner, lorsqu'on commence à travailler, il faut toujours trouver un modèle référence. Un modèle référence. Dans le cas-ci, le cas présent, j'ai choisi SARIMA en fonction de la qualité des caractéristiques de mes données. Donc, en fait, le but ici, c'est d'essayer de soit atteindre les mêmes performances que SARIMA, qui est un modèle adapté pour les séries modèles en statistique normale, ou alors de surpasser SARIMA. Donc, quand j'ai essayé un LSTM simple, je me suis rendu compte que ça ne résout pas le problème. C'est pourquoi je fais un ADA Boost. Un ADA Boost ou un ADA Boost, le boosting, c'est juste une méthode, c'est de combiner le potentiel de plusieurs modèles uniques pour avoir des solutions optimales. Voilà, donc c'est ce que je fais. J'entraîne mon modèle, oui.
j'entraîne, voilà. Je vais aller vite au résultat pour qu'on comprenne. Voilà ce que le LSTM me donne. Le LSTM, voilà les données sur les résultats sur le test, quoi. Il prédit bien sur les données de test, mais on se rend compte que lorsque la variance est très, très grande, en orange, ce sont les données, en orange, c'est ce qui existe, le données de test, et en bleu, c'est la prédiction qu'on a faite. On se rend compte que chaque fois que la variance est très grande ou que la saisonnalité diffère un peu, comme à ce niveau-ci, le LSTM n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé. Donc, c'est pourquoi on est passé avec le AdaBoost LSTM. On va voir ce que ça donne aussi. Avec le AdaBoost LSTM, on se rend compte que on n'atteint pas toujours le maximum à tous les points, mais ça comprend mieux que le LSTM normal. Et là, c'était la prédiction avec, oui. Et là, c'était comment Sarima donne, notre modèle de base donne. On se rend compte que lui-même aussi n'est pas très bref. De toutes les façons, ce qu'on va retenir ici, c'est qu'avec le AdaBoost, on a plus atteint les performances du Sarima, qui était notre modèle de base. Voilà, c'est aussi, c'est avec toutes ces caractéristiques-là qu'on permet de choisir le modèle final qu'on va utiliser. Oui. Maintenant, voilà, un aspect aussi important, c'est quand je finis d'entraîner un modèle, comment est-ce que je fais pour le sauver? Avec Joblib, on peut directement sauvegarder le modèle dans un fichier en .sav. Il y a d'autres types d'extensions, de sorte que lorsqu'on veut utiliser le modèle plus tard, on n'a qu'à venir appeler le modèle comme on inclut une fonction ou on inclut une librairie dans notre Jupyter Notebook ou dans notre fichier Python et juste ensuite l'appliquer sur données de test. Le .sav aussi peut être sauvegardé et utilisé dans une application web et ainsi de suite en définissant quelles sont les entrées, quelles sont les entrées. Voilà, je pense que j'ai terminé avec le code et on va revenir juste pour dire quelques mots sur BellStar Initiative. BellStar Initiative, c'est Be Educated and Learn Skills in AI. C'est un programme, un projet que je lis depuis quelques mois qui consiste juste à rendre l'intelligence artificielle accessible à tous. Les services que nous offrons, il y a des services conférences, un peu comme celle qu'on est en train de faire ici, où on essaie de discuter sur un sujet précis de l'intelligence artificielle. Il y a quelques bouquets de formation. Et à côté de ça, nous avons un programme de tutorship où on essaie de former des personnes pour pouvoir dispenser sur les services que vous voyez. Merci pour votre attention.